Bonjour. Pour cette émission de Saluant nos différences, nous allons vous parler de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie du système immunitaire. En fait, c'est que les petits soldats qui sont supposés nous protéger habituellement se retournent contre la personne et s'attaquent à un endroit précis dans le corps qui s'appelle la myéline. Il existe 3 formes de sclérose en plaques. La première est la forme rémitante, ce qui veut dire qu'il y a des poussées et des rémissions. La deuxième forme est la forme progressive, ce qui veut dire que ça va être une évolution lente et constante de la maladie. Il n'y a pas de véritable poussée, bien que la maladie peut s'aggraver par moment. Et la dernière forme est la forme secondaire progressive, ce qui veut dire que la maladie peut s'aggraver de façon continue, puis ils n'ont pas de rémission franche de la maladie. Donc, ça évolue et les séquelles vont rester. Il n'y a pas de rémission par rapport à cette forme-là. Donc, nous allons nous entretenir avec M. Jérôme Hunt, qui va nous parler de son histoire. Nous voici en présence d'un jeune homme déterminé, un jeune homme charismatique, qui n'a pas peur de relever des défis, qui est passionné et qui a une certaine sagesse qui l'habite. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission. Ça me fait plaisir. Donc, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, dire d'où tu viens, ton nom? En fait, je m'appelle Jérôme Hunt, j'ai 27 ans, je viens de Chandler, en Gaspésie, puis j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques en 2012. Donc, Jérôme, depuis 2012, tu as eu ton diagnostic de sclérose en plaques. Ça a été quoi les premiers signes? Comment tu as fait pour t'apercevoir que, il y a quelque chose qui n'était pas comme d'habitude? Je m'en suis rendu compte en jouant de la guitare parce que j'avais au-dessus de 14 ans de guitare, puis je me suis rendu compte que j'étais plus capable de garder le rythme. Puis je me suis rendu compte aussi à la job là, que les gens pensaient que j'étais en état d'ébriété pendant que je travaillais parce que je n'étais pas capable de marcher droit. Donc, puis ma mère aussi, là, elle se pose des questions le soir quand j'arrivais à la maison avec de la difficulté à parler puis à marcher droit, pensait que j'étais en état d'ébriété. Fait que tu avais des pertes d'équilibre, ça a commencé comme ça, des pertes d'équilibre, puis le rythme. Oui, côté droit. Après ça, ça s'est dissipé, puis c'est allé vers le côté gauche, jusqu'à aller à une paralysie du visage, tu sais, des 2-3 secondes de paralysie. Fait que quand c'était arrivé, tu as fait des recherches, tu as été consulté. C'est quoi les démarches que tu as fait? En fait, j'ai couru les urgences environ pendant 6 mois, puis j'ai fait des recherches sur Google, puis le mot sclérose en plaques sortait souvent, puis je m'informais pas sur la maladie. Fait que à la fin, j'ai été à l'urgence à Chandler, puis je leur ai dit j'ai besoin d'un scan, d'une résonance magnétique et à la limite d'une ponction lombaire. J'ai dit je pense que j'ai la sclérose en plaques. Puis ironiquement, c'est moi qui ai fait mon propre diagnostic. Jérôme, on sait qu'il existe 3 types de sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous parler de celles qui t'affectent? Moi, c'est la forme de poussée-rémission. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai dépoussé. Puis après ça, ça guérit d'une certaine manière. Donc, c'est un peu comme des cicatrices qui guérissent mal. Donc, qui peuvent laisser des traces. Puis les traces, dans le fond, ça va être comme les symptômes qui demeurent apparents là, au niveau de la sclérose en plaques. Donc, ça peut être des problèmes d'équilibre. Chez moi, c'est la dextérité au niveau de la main gauche. Mais ça peut être tout ce que la sclérose en plaques affecte. Par rapport à ton emploi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? As-tu dû adapter tes horaires ou que ça a resté comme d'habitude? Il n'y a rien qui a changé réellement. C'est juste que j'ai été diagnostiqué durant mon cours de charpenterie-menuiserie. Donc, j'ai dû réévaluer un peu où est-ce que je m'en allais avec ça. Puis mes emplois, dans le fond, ça a toujours été... j'allais porter du CV un peu partout, puis je me suis toujours bien adapté là, au type d'emploi que j'ai pu avoir. Peux-tu nous dire les emplois que tu occupes présentement? Présentement, je suis apiculteur chez Nick Abeille, qui est une compagnie familiale.
Puis cet hiver, je vais travailler à la station de ski au Mont-Béchervaise à Gaspé. Puis durant l'été, j'étais plongeur à la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. Puis on a terminé aux alentours du 9 septembre. Là. Donc, un homme assez occupé. Oui. Pour les gens qui nous regardent, moi, je connaissais bien Jérôme avant l'émission d'aujourd'hui. Parce que Jérôme a été mon guitariste, on a fait de la musique ensemble, on a fait des spectacles ensemble à Québec, ici aussi à Passepébiac. Donc, je sais que tu es quelqu'un vraiment passionné de la musique, comme tu as nommé au début aussi de l'émission. Tu as joué pendant 14 ans, depuis que tu es tout jeune. Comment tu as dû pallier le fait que, justement, là, au niveau de ta main gauche, tu perdais de la dextérité, puis que pour toi, c'était comme plus possible là, de jouer de la musique? Bon, en fait, j'ai trouvé des nouvelles passions pour occuper mon temps. En dehors du travail, là, je fais beaucoup de vélo. J'ai recommencé de la planche à neige durant l'hiver 2015. Donc, je pense que, comme on peut voir avec vélo, je continue de gratter de la guitare un peu, mais je fais plus de spectacle. C'est juste pour moi-même. Est-ce que ça a été difficile pour toi tu sais, le deuil de la musique, de laisser ta guitare de côté, puis de trouver d'autres passions, d'essayer de pallier avec autre chose? Ça a été quand même assez difficile parce que si on regarde le diagnostic a été donné en 2012, puis j'ai recommencé à faire de la planche à neige à la fin de l'hiver 2015. Puis durant l'été 2015, j'ai fait un peu de vélo, mais rien comme cette année. Là. Cette année, je vais avoir pédalé proche de 2160 km minimum. Puis je suis allé à Montréal justement en vélo. Puis tu sais, il a fallu que je fasse un deuil aussi de monter sur scène, jouer de la guitare devant des gens parce que pour moi, la barre était haute là, au niveau de la musique. Puis, tu sais, ça n'a pas été facile, mais le temps arrange les choses qu'ils disent. Puis, je pense qu'on a une preuve ici. Là. Donc, Jérôme, tu t'es donné un méga défi cet automne. De te rendre en vélo jusqu'à Montréal et ça a été accompli. Peux-tu nous en parler de ton voyage, de comment tu t'es entraîné? Il a fallu sûrement que tu t'entraînes aussi avant de partir. Raconte-nous tout ça, là. Durant l'été, j'ai fait à peu près 900 km de vélo en tout et partout. Puis je me suis mis à y penser. Puis 900 km, c'est à peu près la distance pour aller à Montréal. Donc, j'ai décidé d'aller à Montréal, prendre une bière avec mes chums. C'était réellement ça la vraie raison, parce que des tailleurs Saint-Bessic, ça coûte moins cher que des tailleurs Saint-Char. Fait que je m'étais donné comme objectif d'y aller en 14 jours. Puis finalement, j'ai eu un pari d'y aller en 10 jours. Finalement, je me suis rendu en 8 jours. Donc, j'ai dépassé mes attentes là, quand même de beaucoup. Ça t'a boosté que quelqu'un te donne un objectif. Oui, oui, les paris, c'est toujours une bonne chose. Donc, Jérôme, comment tu t'es organisé pour dormir? Parce qu'on s'entend que la route de la Gaspésie jusqu'à Montréal, c'est longtemps. Fait qu'il a fallu que tu dormes à des endroits. Comment tu t'es organisé pour ton voyage? J'avais l'application Couchsurfing. L'application Warm Shower, puis je m'étais créé une page Facebook qui me permettait d'entrer en contact avec les gens. Puis j'ai été super chanceux durant tout mon voyage. J'ai dormi chez des gens qui m'accueillaient, qui le matin m'offraient à déjeuner. Donc tous les jours, là, ça a été merveilleux. Il y a des journées que j'ai eu un petit peu peur de coucher dehors, là, mais ça a été super tout le long. Pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi les applications dont tu nous parles, le Couchsurfing puis le Warm Shower, peux-tu nous donner plus de détails par rapport à ces applications-là? En fait, Warm Shower, c'est spécialement pour les cyclistes puis les gens qui voyagent sur le pouce en sac à dos. Puis c'est vraiment... ça implique pas vraiment que tu dors à l'intérieur. Ça peut être une place de camping sur le terrain, mais ça implique une douche.
Donc, tu peux aller là, tu peux te laver, après ça, tu dors, puis tu es reparti le lendemain matin là, pour une autre journée. Puis, couchsurfing, ça peut être pour les gens qui voyagent même en voiture. C'est dépendant de ce que l'autre offre. Il peut offrir de la nourriture, un divan, une chambre d'amis. Ça dépend vraiment de tout chacun. Peux-tu nous expliquer ton parcours? Jour 1, tu t'es rendu à quel endroit? Jour 2, jusqu'au jour 8? Je suis parti le 19 septembre vers 1 heure de l'après-midi pour me rendre vers New Carlisle, parce qu'il y avait des amis qui m'attendaient. La deuxième journée, j'ai parti de New Carlisle jusqu'à Escuminac, où j'ai dormi chez une personne que j'ai rencontrée sur l'application Couchsurfing. Puis encore là, il m'a offert à souper, une douche, puis le lendemain matin, j'étais en forme pour partir vers 6h30 environ. Puis la troisième journée, là, je m'étais donné pour objectif de traverser la vallée de la Matapédia. Donc, je suis arrivé à Amqui. Puis en même temps que je suis arrivé à Amqui, il y avait ma mère qui descendait de Québec. Fait qu'on s'est rencontrés dans un restaurant, on est allés manger ensemble. Puis ensuite, à Amqui, encore là, grâce à l'application Warm Shower, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui habitait à Amqui pour coucher chez lui. Le lendemain, il m'a offert un super déjeuner. Donc, je suis reparti direction Rimouski, où j'avais une amie qui m'attendait là. Donc, fallait que je me rende à Rimouski, là, peu importe. Puis j'étais chanceux parce que je frappais des super belles journées, là. Il faisait super beau. Je suis reparti le lendemain, direction Rivière-du-Loup. J'ai une amie qui a des parents qui habitaient à Notre-Dame-du-Portage. Puis ils ont offert de m'héberger. Donc, ils m'ont offert à souper, à déjeuner, encore la douche. Je suis reparti super en forme. Puis là, je me suis dépassé. Je me suis rendu à Québec, de Rivière-du-Loup à Québec, pour arriver vers 9h30 sur le traversier. Après avoir pris le traversier, en fait, j'ai été dormir chez ma sœur. Puis là, on est rendu samedi soir. Le dimanche, c'était ma journée de congé. Donc, j'ai juste pédalé de chez ma sœur à Montparnasse, qui est environ 11 km, mais je me suis trompé de chemin, fait que j'ai fait 31 km à la place. Puis après ça, là, on est rendu à Saint-Augustin-des-Maures dimanche soir. Puis j'avais dans l'idée de me rendre à Montréal le lendemain pour compléter ça en 8 jours avec une journée de plus de 280 km. Donc le lendemain, je suis parti de Saint-Augustin-des-Maures à 8 heures. J'ai rentré sur l'île à 11h15. Ça a été ma plus grosse journée. J'ai roulé plus de 6 heures de nuit. Puis ça a été toute une expérience. Tu nous dis que tu as été chanceux, que tu as eu du beau temps tout le long. Vraiment, ça, c'est génial. Tu es comme béni de la vie. Mais tu sais, y a-tu des moments où ce que tu t'es dit, dans quoi je me suis embarquée là? Tu sais, la longueur, le kilométrage, des fois, la route, elle peut être longue longtemps. Tu sais, je me dis, y a-tu eu des moments où tu t'es découragé ou que ça a bien été tout le long puis tu as gardé le moral? J'ai été super chanceux côté température, côté bris de vélo aussi. Il m'est presque rien arrivé. Puis pas de crevaison de Chandler à Montréal. Puis j'ai eu, je te dirais, aucun moment où j'ai pensé virer de bord parce que vu que j'ai fait ça on peut dire en 7 étapes, quand je partais d'un endroit, c'était avec la ferme intention de me rendre à un autre. Donc, j'étais vraiment focusé sur mon objectif. Puis, s'il y a une partie que j'ai trouvée plus difficile, c'est évidemment Québec-Montréal. Après 6 heures à rouler de nuit, là, je commençais à me demander qu'est-ce que j'étais en train de faire, tu sais, si ça avait du sens. Finalement, je l'ai fait, puis ça s'est bien terminé. Donc, Jérôme, ton but, c'était d'aller voir tes amis à Montréal puis d'aller prendre une bière avec eux autres. Elle a dû être bonne? Ouais, surtout après 16 heures de pédalage, la bière était bonne, puis le banc au bord était confortable, là, pas mal plus qu'une selle de vélo. Puis justement, durant ton voyage, est-ce que y a eu des répercussions par rapport à ta maladie de la sclérose en plaques, tout ça? T'as-tu senti que c'était plus difficile en ayant la sclérose en plaques ou que t'as pas senti de différence? J'ai presque pas eu de répercussions, là. Honnêtement, là,
j'étais tout le temps sur mon vélo, fait que j'avais pas des symptômes que j'ai habituellement. Donc, les pertes d'équilibre, le vélo, la dextérité ne joue pas sur le contrôle du vélo. Donc, le seul temps où j'ai eu des petits moments de faiblesse, c'est quand j'arrêtais, je débarquais du vélo puis je marchais un peu. C'est sûr que les pertes d'équilibre étaient là inévitablement parce que il faisait chaud puis ça affecte les symptômes. Comme message de la fin, Jérôme, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui vient justement d'apprendre qu'il a la sclérose en plaques? As-tu des conseils, des trucs? Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de faire comme que je fais en vélo, c'est de regarder toujours en avant, puis de jamais regarder en arrière, parce que si je regarde en arrière, je perds l'équilibre automatiquement. Puis, je conseillerais aussi aux gens de beaucoup aller lire sur Internet au niveau de la sclérose en plaques, puis savoir, tu sais, parce que souvent on imagine quelqu'un qui a la sclérose en plaques en chaise roulante, mais c'est vraiment pas le cas, fait qu'il faut pas avoir peur de nos limitations, puis arrêter de faire ce qu'on aime faire. Tu sais, moi, j'en faisais du vélo avant 2012, mais j'avais arrêté d'en faire après 2012 de peur que je puisse plus en faire. Fait que je conseille vraiment aux gens d'aller s'informer comme il faut, puis d'essayer de se découvrir des nouvelles passions, rester actif, prendre soin de son alimentation. Tu sais, il y a des groupes Facebook, là, il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça, pour nous aider. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les ressources. Bien, merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir accueillis si chaleureusement chez vous. Pour de plus amples informations au niveau de la sclérose en plaques, vous pouvez communiquer avec le CLSC le plus près de chez vous. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Saluons nos différences.